Pourquoi tant de haine concernant Star Wars 3, la revanche des Sith? Point d'interrogation. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur ce classique. Ah oui, je le considère comme un classique, même si on est d'accord que en termes de narration, en termes d'écriture, surtout de dialogue, il y a des trucs qui fonctionnent toujours pas. Mais voilà, ce film a un aura particulier. On parle quand même d'une œuvre qui nous montre l'apparition de Dark Vador. Comment il est arrivé, enfin comment on est passé de Anakin Skywalker en Dark Vador, un des méchants les plus populaires, les plus charismatiques de la pop culture moderne. Il faut savoir que le film, lorsqu'il était sorti en salle dans les années, si je dis pas de bêtises, c'est 2005, et pour les 20 ans, ils ont ressorti le film en avril dernier, là, fin avril. Et du coup, en fait, le film a été mieux accueilli aujourd'hui. Alors, je l'ai revu pour l'occasion, et je vais vous donner donc mon avis critique sur ce film. Alors, à l'époque, le truc qui m'avait interpellé et que je trouvais un peu dommage, et je pense que nous sommes nombreux à le penser, c'est la fameuse scène du passage d'Anakin Skywalker vers le côté obscur. Mais en fait, c'est dommage, parce qu'en fait, cette scène-là, même si évidemment elle est très importante, il faut aussi prendre en compte tout ce qui a été fait autour du film, et en fait, je trouve que le film fonctionne très très bien jusqu'à cette fameuse scène. En fait, le film nous montre dès le début un Anakin Skywalker qui est tiraillé entre le bien et le mal, en fait. Je rappelle que le début du film nous raconte un conflit. Donc là, les Jedi et les différentes forces en présence sont en guerre. D'ailleurs, l'acteur Hayden Christensen, donc qui interprète Anakin Skywalker, est beaucoup plus marqué au niveau du corps, de son visage. Je rappelle que Anakin Skywalker, à travers cette guerre, a perdu l'usage d'une main. Il a des cicatrices sur le visage. Donc voilà, on est en pleine période de guerre. Et donc, ça laisse des marques. Il a le visage beaucoup plus sombre que dans l'épisode 2. Donc là, on est face à un jeune homme en devenir, qui combat en pleine guerre. Et en fait, dès le début, pendant la scène d'introduction, il a ce côté bon du Jedi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une troupe qui accompagne donc Anakin Skywalker avec Obi-Wan, et en fait, ces troupes servent entre guillemets de bouclier. En fait, ils vont se sacrifier pour que ces deux Jedi puissent se faufiler vers le vaisseau ennemi. Et en fait, Anakin, dès le début, ça lui pose un petit peu un problème. Il a envie d'aider les gens qui vont se sacrifier, en fait. Dès le début, voilà, il y a une séquence où on explique que il y a des vaisseaux ennemis qui pourchassent un des alliés. Et en fait, voilà, Anakin, tout de suite, il propose son aide, mais voilà, Obi-Wan lui dit non, on se focus sur la mission, s'il meurt, c'est pas grave. Alors, dès le début, tu dis, bon, il a pas de cœur, le Obi-Wan, là, c'est quand même une personne qui va mourir. Et en fait, dès le début, on voit la différence entre Anakin et son mentor. Son mentor, en fait, qui, bon, comme la plupart des Jedi, ils ont été élevés pour se détacher de tout, en fait. Ils ont pas de... En fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas de compassion, pas de sentiment. Mais justement, ça leur permet de ne pas sombrer dans le côté obscur. Et lui, en fait, il est attaché à la vie, en fait. Il essaye d'aider son prochain. Il essaye de sauver les gens. Il n'aime pas laisser les gens derrière. Enfin, il aime par exemple, à un moment donné, il y a une scène où Obi-Wan est battu et en fait Anakin se retrouve tout seul face à je sais plus comment il s'appelle, hein, le fameux celui qui lui a coupé le bras. Donc, dans cette séquence là, voilà, j'ai retrouvé le comte Dooku. Donc à un moment donné, donc Obi-Wan se fait battre par Dooku. Et Anakin se retrouve tout seul. Et donc il finit par vaincre Dooku.
Et ensuite, donc, il quitte le vaisseau avec le chancelier. Le chancelier continue son chemin. Et en fait, à un moment donné, Anakin s'arrête pour aller aider son mentor. Et en fait, le chancelier lui demande, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? On s'en fout, il est tombé, il est perdu. On continue à avancer, tu vois. Mais voilà, c'est la nature profonde d'Anakin, c'est de ne pas laisser des gens derrière lui, en fait. Il veut secourir un maximum de gens. Et dès le début, en fait, voilà, c'est quelqu'un de très humain. Et c'est peut-être ça qui justifiait son passage du côté obscur, parce que voilà, il s'attache à la vie, à son mentor, à sa femme, même à des soldats qui se battent de leur côté. Voilà, il donne de l'importance à la vie, en fait. Et d'un autre côté, évidemment, il est dans son rôle de Jedi, doit affronter le côté obscur, de repousser tous les ennemis de leur démocratie. Il se rend compte que du côté Jedi, ils font des choses qui sont, moralement répréhensibles. Par exemple, là, durant la scène contre Dooku, même si on est d'accord que Palpatine, c'est un méchant, Dooku est vaincu et Palpatine le pousse Anakin à tuer le comte Dooku. Et ce dernier se dit, normalement on fait pas ça, on l'amène, on le traduit en justice et on l'emprisonne, en fait. Donc bon, là c'est un peu une manipulation de la part de Palpatine, mais voilà, il se refuse de tuer un ennemi, même si ce dernier a tué beaucoup de gens, même si ce dernier lui a coupé une main, il se refuse, voilà, de tuer. Donc voilà, vraiment, au début du film, c'est un Jedi, peut-être pas le meilleur, parce que voilà, il s'attache à la vie, il essaie de respecter les règles, mais voilà, en fait, il se retrouve observateur de cette guerre. Il voit que d'un côté comme de l'autre, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, c'est des nuances de gris, en fait. En fait, il se rend compte que peu importe le camp, ils ont tous leurs travers. C'est pour ça qu'il, pendant toute la première partie du film, jusqu'à la fameuse scène où il bascule du côté obscur, il hésite entre ces deux côtés, en fait. Il hésite entre le fameux camp du bien, mais pas si bien que ça, parce que voilà, on se détache trop de la vie humaine, on respecte pas assez la vie des autres. D'ailleurs, la scène où il bascule, c'est le fait de voir un Jedi tenter de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un, en fait. Donc c'est la fameuse scène entre le combat entre Palpatine, Mace Windu. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Donc voilà, la fameuse scène où Windu donc affronte Palpatine, il est sur le point donc de le tuer, en fait. Et en fait, c'est cette action qui pousse Anakin à intervenir, parce que ce dernier allait ôter la vie d'une, même si c'est un ennemi, le fait d'ôter la vie, ça lui pose problème, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, Anakin se retrouve dans une situation où il voit que du côté des Jedi qui vantent la droiture, etc. Nous sommes le bien, etc. Mais ils sont pas si blancs que ça, tu vois. C'est un peu dommage. C'est parce que ça a été, c'est un thème qui a été aussi développé dans la série The Acolyte, mais bon, malheureusement, The Acolyte est très, très, très nul. C'est pour ça que ça a été annulé. Mais voilà, l'idée du Jedi qui est pas forcément 100% blanc, 100% clean, 100% Jedi était intéressant. Le fait que des Jedi puissent être des méchants ou faire des actions répréhensibles, un peu limite au niveau de la morale, c'est un sujet intéressant. Et on voyait déjà dans cet épisode-là que les Jedi, ils avaient leur propre morale, mais c'est une morale qu'on peut, du point de vue d'Anakin, qu'on peut douter, sur lequel on peut douter. Voilà. Donc, la première partie du film jusqu'à cette séquence-là est vraiment pas mal. Ça se tient, en fait. Ça se tient. Anakin est vraiment tiraillé entre deux camps. Et pour lui, en fait, il voit pas un côté blanc et un côté noir. Il voit deux nuances de gris qui s'affrontent. Et c'est l'amour qu'il a pour Padmé
qui le pousse du côté obscur. Parce qu'en fait, il voit dans ses cauchemars la mort de sa femme. Et Palpatine lui explique que le côté obscur permet de manipuler la vie, de redonner la vie, etc. Et donc, il se dit, bah, naturellement, si j'ai la puissance du côté obscur, je peux potentiellement sauver ma femme. Donc, en fait, c'est vrai que d'un côté, il y a aussi Palpatine qui manipule Anakin Skywalker. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que Anakin n'est pas si bête que ça, en fait. Il comprend que le chancelier est Palpatine. Du coup, il le dénonce aux Jedi. Mais en fait, c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'en fait, pendant tout le film, on voit que Anakin, il est pas bête, en fait. Il se fait pas manipuler bêtement. Il sait qu'on le manipule d'un côté comme de l'autre. C'est marrant, à un moment donné, il y a Palpatine qui propose à Anakin d'être son espion au sein du Conseil des Jedi, et d'un autre côté, tu as les Jedi qui proposent à Anakin d'être l'espion on lui propose d'espionner Palpatine pour voir si... Enfin, le chancelier, pardon, parce qu'en fait, il savait pas que c'était encore un site, et voilà, il lui proposait de l'espionner pour donner donc des informations au Jedi si ce dernier n'avait pas fait des choses un peu répréhensibles. Donc voilà, vraiment, il est tiraillé entre deux camps pendant tout le film. C'était vraiment très intéressant. Vraiment, j'ai bien aimé cette première partie. C'est masterclass. Maintenant, la fameuse scène où il bascule, c'est trop... En fait, ça manque de nuance, en fait. Parce que pendant tout le film, bon là, il intervient, il fait... il coupe le bras de Windu et derrière, Palpatine en profite pour le faire tomber. C'est là où je trouve c'est dommage, c'est quand Palpatine lui dit bon bah désormais tu rejoins le côté obscur, on a des cookies, et là on voit un Anakin qui se prosterne et qui dit oui maître. C'était trop rapide et c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à l'acteur. D'ailleurs le problème c'est que malheureusement beaucoup de personnes lui ont reproché son jeu d'acteur qui manque de nuances, ses dialogues un peu poussif, mais c'est pas lui le responsable, c'est pas lui le scénariste en fait. On lui donne un scénario où il joue le truc en fait. Maintenant, en 2025, beaucoup de gens ont revu le film et sont moins, comment dire, on reproche moins des choses à l'acteur, parce qu'en fait c'est juste un acteur, il peut si l'écriture, la mise en scène elle est nulle en fait, il peut rien y faire. Et c'est un peu dommage parce que l'acteur a un gros potentiel. Je trouve que l'écriture dans ce film, notamment les séquences avec Anakin, sont pas au même niveau en fait. Il y a des moments où c'est très intéressant ce qu'il dit, et puis voilà, cette séquence là je la trouve vraiment ratée, c'est mal écrit en fait. Ça aurait été, tu vois, en fait, ça aurait été intéressant de faire juste un tout petit plan sur Anakin, où en fait on le voit, tu vois, en fait, parce que là on voit un Anakin qui se prosterne, mais en vrai, Anakin, il envisage, à la fin du film, on en parlera juste après, mais il envisage de... En fait, il sait qu'il a assez de puissance pour comment dire, pour renverser tout le monde. En fait, il dit à un moment donné, à la fin, je peux renverser Palpatine si je veux. Voilà. Et en fait, on avait ces sentiments que Anakin allait manipuler Palpatine pour découvrir la technique pour ressusciter... pour ressusciter quelqu'un qui est mort. En fait, il y avait une idée de Anakin qui pouvait potentiellement manipuler Palpatine pour obtenir ce qu'il voulait. Et à ce moment-là du film, on n'a plus cet esprit intelligent de l'être réfléchi qui, comment dire, analyse la situation et qui essaye de retourner la situation en sa faveur. Voilà. Lui, dans son objectif, c'est sauver coûte que coûte Padmé. Bon, c'est un acteur romantique, voilà, il est prêt à tout pour sauver sa femme, quitte à marcher un petit peu du côté obscur, mais là, le fait qu'il se jette complètement dans le côté obscur, c'est pas logique en fait, c'est ça qui est problématique, c'est pas logique. Pendant tout le film, pendant 1 heure avant, il était tiraillé, il savait reconnaître le bien du mal, il savait qu'il se faisait manipuler, il a quand même balancé à Windu que le chancelier cachait des choses, que c'était Palpatine, etc. Donc initialement, c'est lui qui a donc révélé cette information au Conseil des Jedi. Donc voilà, il sait reconnaître le bien du mal.
Mais là, à ce moment-là, il se jette complètement dans le côté obscur. C'est vraiment très très dommage. Ça aurait été intéressant de le voir, juste un tout petit plan, on le voit, en fait, il fait semblant de se prosterner. Tu vois, en fait, ça aurait changé toute la narration, tout le narratif autour de ce basculement vers le côté obscur. Et s'il passait du côté obscur, juste pour pouvoir récupérer ce pouvoir de résurrection, de maintenir la vie, enfin de sauver quelqu'un qui s'apprête à mourir, et ensuite pour revenir, en fait, là, en fait, on voit Anakin passer complètement du côté obscur. Ça aurait été intéressant qu'il devienne gris, en fait, qu'il devienne une nuance de gris. C'est-à-dire qu'il pioche dans le côté obscur, mais aussi pioche dans le côté clair, pour devenir indépendant. Parce qu'à la fin du film, c'est ce qu'il souhaite. Il a dit, je suis assez puissant pour en rendre compte à personne, je suis assez puissant pour renverser n'importe qui, voire même le chancelier. Mais on le voit pas durant cette séquence-là. Et un autre truc qui est pas compréhensible, pourquoi il a tué les enfants. Tu vois, c'est dommage. En fait, il aurait combattu des Jedi adultes pour prouver sa foi envers Palpatine, pour que ce dernier lui montre des techniques de je sais pas quoi, du côté obscur. Mais le problème, c'est que pour moi, cette séquence n'a pas de logique, en fait. En fait, ça découle de son choix de se prosterner et d'être complètement, on va dire, se jeter corps et âme dans le côté obscur. Donc il va à fond dans ce côté obscur, quitte à tuer des innocents. Mais ça ne colle pas avec le personnage qu'on nous a dépeint pendant tout le film, en fait. Là, en fait, il aurait fallu montrer un plan où, en fait, il sauve les enfants. Il fait semblant d'être un méchant, mais voilà, il est prêt peut-être à combattre certains Jedi, mais sans les tuer, juste les neutraliser. Quitte à tuer les soldats de Palpatine pour couvrir, pour son alibi. Voilà, genre, oui, j'ai fait ton travail, tu m'as demandé de neutraliser les Jedi du temple, je l'ai fait. Voilà, et en gros, il a buté tout le monde, sauf les enfants, et il a laissé les Jedi s'enfuir, tu vois. Mais non, en fait, il a buté tout le monde, réellement, pour gagner des points auprès de Palpatine, et c'est pas logique, en fait. L'autre gros bémol sur ce film, c'est Padmé. Autant dans le second film, elle a un rôle beaucoup plus proactif, là, il y a une réplique qui résume complètement son rôle. Alors c'est 3PO qui le dit, je me sens inutile. Cette réplique résume complètement le rôle de Padmé dans l'épisode 3. Elle ne sert à rien. On la voit se brosser les cheveux, échanger quelques dialogues avec Anakin. Bon, elle lui révèle qu'elle est enceinte, etc. Mais son rôle est limité à une femme qui va avoir des enfants. Point. Je veux dire, la fiche descriptive de ce personnage dans ce film, c'est elle attend des enfants, point, et elle attend à la maison, point, elle se coiffe, point. Voilà, c'est tout ce qui est fait dans le film, et c'est ça qui est dommage, en fait. En fait, on comprend pas la passion entre Anakin et Padmé. On les voit, hein, il y a deux, trois séquences où ils sont ensemble, mais on voit pas la passion, cette fameuse passion qui pousse Anakin à être prêt à tout. En fait, on aurait dû avoir des scènes de complicité où on le voit heureux, en fait, heureux et pas pas tracassé par les visions cauchemars, etc. On aurait aimé voir des séquences qui nous permettent de nous attacher à ce couple. On n'a aucun attachement à ce couple. C'est un couple très bizarre. Ils sont là, mais sans être là. Du coup, on comprend pas la passion. Pourquoi Anakin est prêt à se jeter corps et âme dans le côté obscur, à renier tout ce qu'on lui a appris, et à tuer des enfants, juste pour sauver une femme dont on le voit à peine. Il s'occupe même pas de sa femme, en fait. Bon, après, tu vas me dire, il est en guerre, etc. Mais les peu de moments où ils sont ensemble, je trouve qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas on a l'impression qu'ils sont pas si proches que ça. C'est très bizarre, cette sensation. Je sais pas comment ça a été pensé à la base, alors que dans le précédent film, ils étaient beaucoup plus proches. En tout cas, cette relation entre les deux était beaucoup plus romantique, elle était jolie, bon, ça faisait sourire, c'était un peu... Voilà, ça faisait très adolescent, mais en même temps, dans l'histoire, c'était des adolescents ou des jeunes adultes, et donc c'était joli à voir. Donc voilà, dans ce film-là, Padmé
une plante verte en fait, une plante verte qu'on doit protéger. Alors, le film, on peut lui reprocher aussi l'aspect théâtral, mais en même temps, c'est un space opéra. Excuse-moi, mais dans space opéra, il y a opéra. Donc le côté théâtral, au final, c'est ce qui fait son charme. Même si à l'époque, j'aimais pas ce côté-là, mais avec le recul, maintenant, je me dis, bon, c'est un film d'une certaine époque, ça colle, hein, cet aspect opéra où ils sont un peu surjoués, on est beaucoup dans la symbolique, par exemple. On va voir la fameuse scène lorsque Anakin attaque Padmé, qui est évidemment la séquence qui, pareil, est assez iconique. Et cette séquence-là, en fait, je l'avais oubliée, alors que c'est une scène quand même très importante. Parce qu'en fait, qui tue Padmé au final? C'est ça qui est assez ironique et qui fait la force de cet épisode. C'est Anakin qui le tue, enfin qui la tue. Lui, il voit dans ses cauchemars Padmé mourir en donnant naissance à ses enfants, mais en fait, ce qui va se passer juste après, c'est que lorsque Padmé découvre que Anakin est passé du côté obscur et qu'il a fait des choses immorales, notamment elle apprend que voilà, il a tué des gens du temple Jedi, dont des enfants, et en fait, elle est morte de chagrin. Voilà. C'est comme ça qu'elle est morte en fait. Elle n'est pas morte en donnant la vie, c'est juste qu'en fait elle se laissait mourir. Bon, évidemment, à ce moment-là, elle était enceinte de... Bon, ça se voit pas trop au niveau du ventre, mais apparemment elle était enceinte de... Elle était pas loin du terme, quoi, genre 8 mois et des poussières, voire 9 mois. Enfin, bon, elle était pas loin du terme parce que je crois que peu de temps après, genre 48 heures plus tard, elle a donné naissance aux jumeaux. Donc au final, cette scène-là, où on voit Anakin prendre la gorge de Padmé, parce qu'en fait, cette dernière a ramené, sans faire exprès, Obi-Wan Kenobi sur la planète où se trouvait donc Anakin Skywalker, et du coup, il a cru que cette dernière l'avait trahi, l'avait balancé au Jedi. Tu vois, c'est pour ça que il s'est permis de l'agripper et de l'attaquer. Et en fait, cette scène-là, en fait, ça symbolise la mort de Padmé. Elle a découvert le vrai visage de son mari et c'est le chagrin qui l'a tué. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui est ironique, c'est que la vision qu'il a eue dans ses cauchemars, bah en fait, c'est à cause de lui. Voilà, c'est lui qui a provoqué la mort de Padmé. Il n'aurait pas basculé du côté obscur, on serait pas arrivé là en fait. Voilà. Donc, on enchaîne ensuite vers la fameuse scène de combat entre Obi-Wan et Anakin. Alors, juste avant, comme je disais tout à l'heure, Anakin se sentait tout puissant à ce moment-là du film. Voilà. Il dit qu'il a porté la paix à la République. Il est plus fort que le chancelier. Il peut même le renverser. Donc, à ce moment de l'histoire, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde et qu'il peut gouverner la galaxie sans rendre compte à qui que ce soit. Voilà. Et c'est cette soif de pouvoir qui l'a fait basculer du côté obscur, mais je trouve que ça manque de nuances. Le personnage était en nuance pendant toute la première partie du film. Et c'est dommage que on perd tout ce qui a été construit au début. Ça aurait été intéressant de le voir plutôt piocher dans les deux parties, en fait, manipuler tout le monde. Alors peut-être que, on va dire, c'est justifié par son jeune âge, du coup il manque d'expérience. Donc là, il révèle ses cartes. Il dit voilà, je suis prêt à, enfin, je me sens assez puissant pour conquérir la galaxie. Il serait peut-être plus mature, il serait plus dans un jeu de dupe, de manipulation. Et donc quelque part, c'est vrai que son comportement peut être justifié par son jeune âge. Parce que là, dans l'histoire, il doit avoir moins de 25 ans. Donc, s'ensuit donc la fameuse scène de combat entre Anakin et Obi-Wan. Et puis, on a la conclusion finale. En fait, ce qui va le perdre, cette séquence est assez incroyable. Hein. J'avais oublié cette séquence. Enfin, je me rappelais comment ça allait finir, mais je ne me rappelais pas du dialogue qui était échangé entre eux juste avant. Et c'est très fort en termes de symbolique. Voici la fameuse scène finale. C'est fini Anakin, je te domine.
En fait, il parle de l'aspect moral et de contrôle. Parce que là, en fait, le combat entre les deux est assez intéressant. On a Obi-Wan qui est resté le même pendant tout le film. C'est pour ça que c'est un Jedi, en fait. C'est-à-dire qu'il est détaché de tout. Pas de colère, pas de tristesse. Des gens meurent, des soldats de son armée meurent. On se détache. Voilà, il y a ce côté détachement des Jedi, en fait. Hein, et c'est des moines, hein, ils ne doivent pas sentir d'émotions, ressentir des émotions. Et de l'autre côté, on a Anakin, déjà qui vient de se disputer avec sa femme. Il est en colère, il est sûr de lui. Il se dit voilà, je peux te vaincre, mon maître, hein, qui m'a tout montré. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc moralement, à ce moment-là, cette phrase est lourde de conséquences. C'est fini, Anakin, je te domine. Moralement, il est au-dessus. En termes de contrôle aussi, il le domine. Et puis, il y a aussi la perspective. Il est, en fait, il a sauté sur une plateforme, enfin sur la Terre, il est plus sur les petites plateformes instables. Là, il est pied ancré au sol. Et Anakin, lui, se retrouve sur la plateforme qui n'est pas stable, en fait. Et cette métaphore, elle est magnifique. Il est pas stable sur une plateforme qui est posée sur du volcan. Voilà, le volcan, je rappelle, enfin la lave du volcan qui donc décime tout ce qui s'y approche. Et c'est exactement ce qui est devenu Anakin. Il est rongé par la soif de pouvoir. Il a sombré complètement, en fait. C'est vraiment un personnage qui a complètement sombré. Et Obi-Wan, lui, se retrouve stable sur la Terre. Et il lui dit, voilà, j'ai gagné. Toi, t'as sombré dans ce côté ridicule, la soif de pouvoir. Et on connaît la conclusion. Tu vois, il lui dit non, n'y va pas. Et puis, forcément, comme il le dit, il a l'avantage du terrain. Il est en hauteur. Ce dernier saute et il se fait donc découper. Voilà. Et c'est seulement à ce moment-là que Obi-Wan montre ses émotions. Voilà. C'est une scène très très forte. Pendant tout le film, il était assez neutre. On le voyait jamais s'énerver. Et là, il va crier dessus, il va dire tu étais l'élu, bordel de merde. Tu vois, enfin, il montre ses émotions quand le combat est fini. Donc, le film est très bien en termes de symbolique. Maintenant, il est déséquilibré en termes de narration. Et je trouve ça tellement dommage. Cette séquence-là, enfin, le troisième film aurait pu être développé en série. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. On aurait pu voir le basculement progressif d'Anakin, un peu comme dans Game of Thrones, en fait. Il y a la reine des dragons, là, je sais plus comment il s'appelle, Daenerys. C'est un personnage qui bascule progressivement. Oui, on comprend comment elle en est arrivée là, tu vois. Pareil pour d'autres personnages. Là, on est dans un film de 2 heures. Je trouve que c'est trop court pour apprécier ce basculement. Ça aurait été intéressant que ce basculement soit progressif et à chaque fois Anakin lutte pour ne pas sombrer. Ça aurait été, en fait, ça manque aussi, tu vois. Ça manque de plans ou de scènes où on le voit lutter en disant. Il y a une petite voix qui lui dit non, vas-y, rejoins le côté obscur. Les Jedi, ils ont une morale discutable. On a vu ce qu'ils ont fait, mais voilà, d'un autre côté, ils représentent quand même le bien, ils se battent pour la justice, etc. Tu vois, il est pas bête en fait, le personnage. C'est juste que voilà, son basculement est trop brut et ça gâche un petit peu le film, parce que globalement, le film a de très belles symboliques en termes de narration. C'est pour ça que je trouve que voilà, c'est un des classiques du cinéma tout court, et c'est un des meilleurs films de Star Wars, même si je suis conscient qu'il y a des choses. Voilà, ça aurait pu être mieux. C'est dommage. Au final, c'est un film
pas aussi mauvais que... Enfin, j'avais une mauvaise image du film. Parce que bon, la fameuse séquence du basculement, j'avoue que j'ai vraiment pas aimé. La naissance de Dark Vador, est-ce qu'on doit en parler? Magnifique. Séquence iconique. Donc voilà, on a quand même en face de nous l'un des méchants les plus intéressants. Alors, j'ai beaucoup aimé le montage à ce moment-là, en fait. Padmé donne naissance à Luke et Leia. Et on a la naissance en parallèle de Dark Vador. Le côté clair de la Force et évidemment le côté obscur. Voilà. Donc vraiment très joli film en termes de métaphores et de messages. Maintenant, voilà. On aurait aimé... En fait, il faudrait un jour que quelqu'un fasse un remake. Il faudrait faire un remake des 3 premiers épisodes en série. Voilà. Tu vois, par exemple, cette séquence-là, pareil, je trouve qu'il manque un plan. Parce que je rappelle que Anakin, ou Dark Vador, enfin plutôt Anakin, parce que bon là, peut-être qu'en étant Dark Vador, il est plus dans une situation de soumission, alors que quand il était encore en Anakin, il était prêt à renverser le pouvoir en place, il était prêt à renverser Palpatine, voilà, le gouverneur. En fait, dans le jeu vidéo qui existe, qui a été fait en parallèle de la sortie du film, il y a une scène, alternative où à la fin, Anakin tue Palpatine et Obi-Wan. En fait, il a tué tout le monde. En fait, il a gagné le duel contre Obi-Wan sur la lave, là, et à la fin, il tue aussi Palpatine. Et du coup, il rend des comptes à personne, et c'est lui le patron. Et là, ça aurait été cohérent de fou, en fait. Donc, au final, il veut rendre de compte à personne, il pioche dans les deux écoles, côté obscur, côté clair, et il devient le protagoniste ultime, enfin l'antagoniste ultime, et qui ne rend de compte à personne. Parce que je trouve que pour un personnage qui était très lucide et se prosternait aussi facilement envers un nouveau maître, je trouve que ça colle pas au personnage. Voilà. Je trouve que ça salit un petit peu son aura. Voilà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez pour les personnes qui ont revu le film. Pour ma part, c'est pas un mauvais film. Vraiment, à l'époque, je trouvais que c'était vraiment moyen, mais après l'avoir revu avec un peu de recul, je trouve que toute la haine autour de Hayden Christensen n'est pas justifiée. Encore une fois, c'est pas lui le scénariste, c'est pas lui le metteur en scène. Et maintenant, en fait, voilà, le film a été mieux reçu aujourd'hui. Enfin, récemment, il a fait quelques prestations dans les séries sur Disney+, là, Ashoka, je crois. Et puis, je crois qu'il y avait une autre scène sur une autre série. Enfin bref. Mais voilà, il est beaucoup mieux accueilli aujourd'hui. Alors, c'est un peu dommage parce que l'acteur, après Star Wars, enfin après la trilogie Star Wars, là, il a rien fait du tout. Je veux dire, en fait, je sais pas si le film a vraiment... Enfin, si ce film a entaché sa carrière, mais en tout cas, il n'a pas rebondi. Il n'y a pas eu d'autres films. Il n'a pas eu de films. Enfin, il a fait d'autres films, mais c'était pas des films intéressants. Voilà. Après, l'acteur, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? C'est vrai qu'on a du mal à voir sa capacité en tant qu'acteur, parce que bon, les dialogues qu'on lui a donnés sont pas incroyables. Mais globalement, son évolution est assez intéressante, parce que si je regarde le deuxième film et le troisième film d'affilée, tu vois que le personnage, enfin l'acteur, nous a proposé quand même une évolution intéressante entre un personnage naïf qui, à cause de la guerre et des scènes de la situation du conflit, on le voit progressivement avoir un visage beaucoup plus mature et s'assombrir également. En fait, il était très lumineux dans l'épisode 2. Évidemment, quand il était enfant, il était très lumineux, il était totalement lumineux. Dans le deuxième film, il était lumineux, et dans le troisième film, il commence à basculer. Après, bon, voilà, encore une fois, parce qu'il a perdu un bras, il a des cicatrices sur le visage, donc forcément, il a le visage marqué par la guerre. Donc voilà, en tant qu'acteur, je trouve que il fait quand même le taf malgré le matériel qu'on lui a donné. Hein. Je veux dire, il peut pas inventer des choses si le texte il est comme ça, en fait. Donc voilà les amis, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce film. J'espère peut-être un jour un remake.
Voilà, un remake. Ça mériterait une saison de 12 épisodes et voir le basculement progressif d'Anakin. Mais globalement, ça reste un très bon film. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le petit abonnement, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.